Bonjour et bienvenue à ce webinaire COFAS qui a pour thème aujourd'hui la potentielle montée soudaine et mondiale des défaillances d'entreprises liées à l'épidémie de Covid-19. Nous traversons en ce moment une crise sans précédent, tant sur le plan sanitaire qu'économique, une crise que nous vivons même personnellement avec un confinement qui change notre vie. Il s'agit d'une crise dont nous ne maîtrisons pas les causes et pour laquelle nous n'avons pas encore toutes les solutions. Aujourd'hui, le risque d'augmentation de défaillance d'entreprise est très préoccupant. Nous le savons, l'ensemble des économies avancées va traverser une période de récession et des secteurs d'activité qui sont d'habitude moins exposés aux aléas économiques sont aujourd'hui les premiers touchés. Tout cela a de quoi inquiéter, peut-être déstabiliser les entreprises. Et c'est pourquoi COFAS, dont la mission est avant tout d'accompagner clients et partenaires dans la gestion des risques, met tout en œuvre pour vous permettre de gérer la situation au mieux. Et ce webinaire, cette série de webinaires, en effet, en sont un exemple. Nous souhaitons partager avec vous notre expertise, notre analyse de la situation. Enfin, je profite de cette situation cette opportunité qui m'est donnée pour vous dire que aujourd'hui, le mot d'ordre à COFAS Nous sommes engagés dans une démarche We don't stop. L'ensemble de nos collaborateurs sont mobilisés à vos côtés pour dialoguer, pour échanger avec vous, pour vous apporter les services dont vous avez besoin, et notamment en ce moment. Et maintenant, je vous laisse avec Bruno de Moura Fernandez, qui est notre économiste pour la région de l'Europe de l'Ouest. Bruno, the floor is yours. Merci Antonio, merci Antonio. Bonjour à tous. Donc effectivement, dans un premier temps, je vais vous présenter notre analyse de la situation et des conséquences donc de cette crise sur l'économie mondiale et puis ensuite plus précisément sur l'économie française, avec également, on va essayer d'identifier certains risques. Et ensuite, je laisserai la parole à Frédéric Vissoc qui vous apportera une vision, on va dire, un peu plus précise de façon sectorielle et ensuite de l'entreprise. Mais donc, tout d'abord, pour commencer, évidemment, puisqu'on est face à une situation complètement atypique, on va commencer par le scénario en termes sanitaires. Parce que, évidemment, le cas sanitaire conditionne complètement ensuite les perspectives économiques. Comme vous le savez, dans un premier temps, ça a été une crise qui ne concernait que la Chine, et donc au début, en termes économiques, nous, la question était de savoir quels pays étaient les plus liés à la Chine, quels pays étaient les plus dépendants de l'économie chinoise, et notamment des chaînes de valeur chinoises. Et donc ensuite, notamment, on était arrivé à la conclusion que certains pays, et notamment les pays asiatiques, étaient très dépendants des chaînes de valeur chinoises, notamment en termes de textiles ou d'électronique, et puis que nous, dans nos pays, c'était notamment le tourisme ou sinon le luxe qui était très dépendant du consommateur chinois. Et puis, en fait, ensuite, dans un second temps, on a vu, et ce que vous voyez, c'est sur le graphique de gauche, la courbe orange, on a vu cette pandémie, donc au début qui était une épidémie, arriver en Europe. Et donc, mécaniquement, ensuite, on s'est rendu compte et on a vu ces différentes vagues que vous voyez de façon assez spectaculaire, toutes les courbes progresser les unes après les autres. On s'est rendu compte que ça allait devenir une pandémie européenne et puis ensuite mondiale, une fois qu'on est arrivé aux États-Unis, avec, vous le voyez, donc dans tous les pays avancés, une hausse spectaculaire au cours du premier mois, on va dire, de l'épidémie en termes de nombre de morts en termes quotidiens. Et puis ensuite, il semble que nous ayons atteint le pic dans l'ensemble des économies avancées. Et puis maintenant, évidemment, c'est au tour des pays émergents, et vous le voyez notamment au Brésil, en Turquie, au Mexique, avec une progression exponentielle du nombre de cas. Donc vraiment, on voit que ça a été par vague, avec au début un problème, on va dire, qui concernait essentiellement la Chine, donc un problème régional qui finalement est devenu une pandémie mondiale, avec évidemment aucune économie qui n'est épargnée.
Alors, évidemment, désormais, ce qu'on a essayé de savoir, c'est combien de temps allaient durer les mesures, et plus précisément parce que, évidemment, la seule façon de contrôler cette pandémie, et notamment dans un premier temps, ça a été d'essayer de diminuer le taux de propagation. Donc, c'est un terme avec lequel nous sommes tous devenus familiers grâce au Covid, et vous le voyez donc, le taux de propagation dépend du nombre de contacts quotidiens, de la probabilité de contagion et de la durée de la maladie. Alors, évidemment, le seul facteur sur lequel les politiques peuvent avoir un impact, c'est sur le nombre de contacts quotidiens. Et c'est pourquoi on a été obligé à un moment, pour réduire ce R0, ce taux de propagation, on va dire, de mettre en place des mesures de confinement afin de limiter le nombre de contacts quotidiens entre les gens. Parce que sinon, évidemment, c'est ce que vous voyez. Bon, dans un premier temps, le taux de propagation était estimé à environ celui du coronavirus à 3, et donc très vite, au bout de un mois et demi, l'ensemble de la population française aurait été contaminée. Et évidemment, cela aurait engendré un très grand nombre de morts, des centaines de milliers de morts, dans la mesure où les capacités des hôpitaux auraient été évidemment dépassées. Et donc, le but, et cela va être le but également lors du déconfinement, parce qu'ensuite, et c'est ça qui nous intéressera également, sera de savoir dans quelle mesure l'économie va reprendre. Parce qu'ici, il faut bien comprendre qu'on a affaire à un choc complètement atypique. Par exemple, si on compare à 2008 ou 2009 ou à toutes les autres précédentes grandes crises, ça a été des crises endogènes, des crises systémiques où le problème est venu de l'économie ou du système financier qui ensuite, évidemment, s'est propagé à l'économie réelle. Ici, on a eu un choc complètement atypique où on a un problème sanitaire, et c'est pour ça notamment on a commencé cette présentation par le cas sanitaire, qui a obligé les gouvernements à enfermer les personnes et donc à stopper complètement l'économie, à mettre un frein à l'économie. Et donc, c'est un arrêt qui a été obligatoire, qui a été forcé. Mais qui dit arrêt obligatoire, arrêt forcé, dit que normalement, ensuite, une fois ce cas exogène qui est la crise sanitaire passée, on devrait avoir normalement une reprise de l'économie. Et c'est ce qu'on voit notamment sur le graphique, ou plutôt le tableau de droite. Vous le voyez en Chine, qui donc est le premier exemple que l'on peut suivre et qui peut être riche en enseignements, dans la mesure où, on l'a vu sur le slide précédent, la Chine a normalement dépassé cette pandémie, ou en tout cas la première vague de cette pandémie. On peut voir que les entreprises sont retournées progressivement au travail, ont repris leur activité, et qu'un mois après le pic, un mois après la fin des mesures de confinement, on a la quasi-totalité des entreprises qui sont retournées au travail, qui ont repris leur activité, sauf évidemment dans la province de Hubei, qui était la plus affectée et de très loin. Mais donc, vous voyez, c'est quelque chose de très progressif. On voit que lors des 2 premières semaines, on a une assez faible progression, et puis qu'ensuite, cela se normalise. Donc, on peut évidemment espérer que la situation ensuite, une fois l'épidémie sous contrôle, si tant est, et c'est là d'ailleurs, et on le verra ensuite dans nos différents scénarios, c'est là la grande inconnue. En tout cas, en théorie, une fois que ce choc sanitaire sera passé, l'économie devrait repartir. Et c'est d'ailleurs le but pour tous les gouvernements, c'est de conserver cette capacité de rebond ensuite. Mais dans un premier temps, avant de parler du rebond, on va voir évidemment l'effet du choc. Et donc, les premières données d'enquête sont celles, évidemment, toujours les premières disponibles avant les chiffres en dur. Ce sont donc les enquêtes ici, vous voyez les PMI avec lesquelles je pense vous êtes tous ou presque très familiers. Donc, on demande aux directeurs d'achat quel est leur sentiment sur l'activité, et puis également leur perspective. Au-dessus de 50, on prévoit une expansion de l'activité. En dessous de 50, on prévoit un recul de l'activité. Et vous pouvez le voir, évidemment, ces indicateurs ont chuté, que ce soit dans le secteur manufacturier, mais également et surtout dans les services. Dans les services, et d'ailleurs dans le secteur manufacturier également, on a atteint des minimums historiques, des minimums historiques depuis la création de cette enquête en 1998. Donc on n'a pas non plus eu une multitude de crises depuis, mais on sait, et notamment dans le secteur des services, que c'est quelque chose de totalement inédit, le fait que
on confine les gens chez eux et donc que ceux-ci ne peuvent plus consommer du tout. Et donc, on a forcé l'arrêt. Donc, mécaniquement, vous voyez, on a des chiffres qui sont très proches de 0 avec un niveau de 10 qui veut évidemment dire une contraction extrême de l'activité. Mais encore une fois, ces chiffres-là ne sont pas surprenants dans la mesure où on a un choc complètement atypique à la fois d'offres et de demande. Parce que très souvent, le problème dans les crises passées provenait donc de la sphère financière, mais qui ensuite, en fait, asséchait le crédit et limitait la demande. Ici, on a donc une demande qui a plongé, évidemment, et ici, je vous présente les pertes estimées d'activité et de consommation des ménages lors du confinement en France. Ce sont les estimations de l'INSEE, qui d'ailleurs rejoignent celles réalisées par l'OCDE, par le FMI, et puis également, par exemple, ici au Royaume-Uni par le Trésor britannique. Donc on voit que dans quasiment tous les pays, on a une perte d'activité de l'ordre de 35% lors des mesures de confinement. Mais comme je vous disais, donc on a une consommation qui s'effondre, mais aussi en fait une offre. Parce que l'offre, évidemment, est conditionnée par le fait qu'on oblige à fermer. On oblige les entreprises à fermer, toutes celles qui sont non essentielles au fonctionnement du pays. Et également, on a ensuite même celles qui continuent à produire. Et là, d'ailleurs, on voit très bien secteur par secteur. On voit que même celles qui sont autorisées à produire, comme donc les produits alimentaires, que ce soit ici la ligne agriculture ou ensuite dans l'industrie agroalimentaire, on voit que la consommation des ménages a progressé de plus 9, plus 10%. Dans un premier temps, on était sur un phénomène de stockage, mais ensuite, on a également le fait tout simplement un changement de comportement de consommation dans la mesure où on ne peut plus aller au restaurant, on ne mange plus dehors, et donc on consomme, on achète davantage de produits alimentaires pour cuisiner soi-même. Mais donc, au final, vous voyez que malgré une consommation en hausse, on a une activité qui est en baisse. On a une production qui diminue, et cela s'explique par des problèmes d'approvisionnement et surtout ensuite de production dans la mesure où, notamment, on a des problèmes d'échange et de logistique parce qu'on manque de travailleurs, notamment parce que déjà, d'une part, on a des travailleurs étrangers saisonniers qui normalement doivent venir dans les pays occidentaux pour récolter. Et puis on a également toute la question des enfants qui doivent être gardés par les enfants. Et c'est pour ça notamment que le déconfinement commence en France par les écoles, parce que les parents qui doivent garder les enfants ne peuvent pas aller travailler, ou également ceux qui sont malades. Et parfois on a des entreprises qui doivent fermer lorsqu'on a un cluster de Covid-19. Mais je ne rentre pas plus précisément dans les secteurs, parce qu'ensuite Frédéric abordera ce sujet-là plus en détail. Mais vous voyez que tous les secteurs sont affectés, avec évidemment certains, comme la construction, comme l'automobile ici, qui le sont encore davantage. Et autres données intéressantes et qui nous permettent de voir également, encore une fois, quels sont les secteurs les plus affectés, maintenant de façon plus précise, ce sont les données de demande de chômage partielle. Et vous voyez que dans tous les secteurs, on a eu des demandes d'activité partielle, mais qu'évidemment, tous les secteurs ne sont pas affectés de la même façon. On peut aller de 10, 15% dans la pharmacie, l'agriculture, à ensuite quasiment 80, 90% dans la construction, l'industrie automobile, et puis également, évidemment, l'hébergement et la restauration qui sont forcés de fermer. Par rapport à ces mesures-là, évidemment, ici, tout le but pour le gouvernement, lorsqu'il a mis en place ces mesures de chômage partiel, ça a été d'éviter que les entreprises qui sont obligées de fermer, évidemment, ne mettent tous leurs employés au chômage définitif. Donc le but ici, c'est vraiment de maintenir sous perfusion l'économie en attendant que ça reparte. Alors évidemment, hier, les chiffres du chômage sont sortis. On a une hausse du nombre de chômeurs de 7%, même si les données mensuelles sont assez volatiles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement avait cessé de regarder les données mensuelles et ne se concentrait que sur les données trimestrielles. Mais bon, évidemment, vu le contexte, on est très attentif même aux données mensuelles fournies par Pôle emploi.
Mais ce qui est intéressant dans ces données-là, c'est de voir que le plus 7% de nouveaux demandeurs d'emploi, en fait, ne provient pas de nouvelles entrées en raison de licenciements de contrats longs. En fait, ce qui s'est passé, c'est plutôt qu'on a d'une part moins de sorties des demandeurs d'emploi, ce qui veut dire simplement qu'on a moins d'embauches, moins de personnes qui trouvent un nouvel emploi, on a moins 27% de nouvelles embauches, et puis et surtout, on a des non-renouvellements de contrats courts et des contrats d'intérim. Donc vous voyez, c'est vraiment dans un premier temps, ce qui était, on va dire en quelque sorte, inévitable, c'est-à-dire que on arrête d'embaucher et puis on ne renouvelle pas les contrats courts, les contrats les plus précaires, pardon, les contrats les plus flexibles. En revanche, pour le moment, tout ce qui était contrats longs sont peu affectés grâce à ce mécanisme de chômage partiel qui a permis justement aux entreprises d'éviter de mettre au chômage tous leurs employés, seulement de les mettre voilà, en chômage partiel sur les finances de l'État. Et donc, avec ce scénario sanitaire et puis cette crise économique, vous voyez ici notre scénario, le scénario principal, avec premier trimestre, celui qui s'est terminé il y a un mois, le pic en Chine, les débuts de mesures de confinement en Europe et aux États-Unis. Et puis, comme nous l'avions prévu en quelque sorte en mars, on a voilà, fin des mesures de confinement progressivement en mai, avec un relâchement très progressif. Et même, pour être tout à fait sincère et transparent avec vous, un relâchement plus progressif encore que nous ne l'imaginions lorsque nous avions établi ce scénario il y a un peu plus d'un mois, ce qui va probablement nous amener à revoir nos prévisions de croissance à la baisse. Vous allez voir qu'on est un peu plus optimiste que d'autres, mais cela s'explique principalement par le fait que nous avons réalisé ces prévisions-là il y a plus d'un mois désormais. Et il est vrai encore une fois que les mesures se relâchent de façon plus progressive qu'on l'anticipait. Et donc et c'est là qu'on voit notamment la reprise au T3 et au T4, on ne prévoit pas, en tout cas dans notre scénario principal, une seconde vague de l'épidémie, mais en effet, les entreprises et les ménages devraient rester très prudents. Parce qu'on voit bien, et notamment ça va être l'un des objets du déconfinement, que on va dire que la vie sociale va rester quand même très limitée, va rester très conditionnée, le virus va rester très présent dans les têtes de tout le monde. Et donc, évidemment, l'activité ne pourra pas vraiment reprendre. Dans un premier temps, on pensait à une reprise en V, finalement en U. Bon, maintenant, certains parlent d'une virgule comme d'un Nike, avec donc une chute très forte et puis une reprise très progressive. Il semble effectivement que la reprise va être plus lente qu'initialement anticipée, parce qu'encore une fois, même dans les secteurs qui vont reprendre, on va avoir des mesures qui vont conditionner évidemment la grande interrogation, et la grande inconnue va être la confiance des ménages. Encore une fois, avec cette épée de Damoclès que serait une seconde vague, et le fait évidemment que même pour aller faire des courses, il faudra toujours faire la queue, on aura un nombre limité de personnes. Au final, dans les différents magasins, évidemment, cela conditionnera le nombre de ventes. Même dans les restaurants, on aura un nombre limité de personnes. Dans les hôtels, idem. Donc voilà, on voit bien qu'au final, cette reprise ne pourra pas permettre dans un premier temps de retrouver complètement tout ce qu'on a perdu au premier et au deuxième trimestre. Et puis évidemment, le scénario de risque qui serait lui absolument catastrophique serait celui d'une deuxième vague de la pandémie en Asie, en Europe et aux États-Unis, qui ensuite obligerait à de nouvelles mesures de confinement. Et donc cela mène à ce scénario de croissance, ou plutôt de récession dans quasiment tous les pays, et surtout dans tous les pays avancés, avec, vous le voyez, une prévision de moins 6,8% de croissance du PIB en France en 2020. C'est à peu près pareil partout en zone euro. Partout tous les pays on traverse, on va dire, la même crise, mettent en place les mêmes mesures. Et donc, oui, c'est une crise qui est bien plus importante en termes de choc immédiat que 2008 et 2009, notamment pour la France. Après, évidemment, dans la mesure où, encore une fois, c'est un choc qui est censé être temporaire, si on ne détruit pas trop l'outil industriel et l'outil de production,
on devrait ensuite aussi également avoir un très fort rebond pour 2021. Contrairement à ce qui était arrivé lors des précédentes crises, en 2010, on a eu un rebond assez molle. Cette fois, on devrait notamment voilà, avoir une vraie reprise. La question est évidemment celui du timing. Est-ce que ça va être dès le 3e, 4e trimestre ou plutôt 2021? Probablement, pour avoir un vrai gros rebond et un retour à normal, il faudra attendre, on va dire, que cette situation se termine vraiment et donc avec un vaccin. Donc au niveau mondial, et vous le voyez, évidemment, c'est la plus grande crise depuis 2008-2009, et avec nos révisions, encore une fois, probablement à la baisse de la prévision de croissance de la plupart des pays, on devrait avoir une récession encore plus marquée qu'en 2009 au niveau mondial, et mécaniquement une forte hausse des défaillances d'entreprises. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite, défaillances qui sont tout à fait comparables à celles de 2009, avec en zone euro plus 18%, au niveau mondial plus 25%, et on va le voir maintenant que selon les pays, évidemment, selon les systèmes de procédure de défaillance, on peut avoir des variations plus ou moins fortes. C'est ce que vous voyez ici, avec États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas notamment, qui enregistrent, malgré d'ailleurs des croissances, on va dire, similaires ou un peu meilleures que celles dans le reste de la zone euro, des progressions plus rapides parce qu'on a affaire là à des procédures de défaillance plus flexibles, moins chères, plus rapides, qui en fait sont donc une approche différente, plus libérale, et qui, en temps de crise, entraînent des défaillances plus importantes. Au Royaume-Uni, par exemple, lors de la crise de 2009, on a eu plus de 52% de défaillances, et à chaque fois que le PIB a diminué au Royaume-Uni, on a eu des hausses de défaillances de 45-50%. Donc on voit bien que ça a vraiment affaire avec la procédure de défaillance en elle-même. En France, vous voyez, on prévoit plus 15%. C'est probablement une prévision qui est optimiste, qu'on va revoir à la hausse, mécaniquement avec la révision à la baisse de la croissance, mais toujours, on va dire, probablement un peu moins important que au Royaume-Uni ou qu'aux États-Unis, en raison, encore une fois, des spécificités du système. Mais globalement, vous le voyez, progression forte et à deux chiffres des défaillances dans tous les pays du monde. Cette fois, malgré tout, il faut quand même souligner, et heureusement d'ailleurs, en termes économiques, que les gouvernements ont réagi très vite. Je ne vais pas forcément développer toutes ces mesures parce que Frédéric reviendra dessus, et notamment celles qui sont dirigées vers les entreprises. Mais globalement, tous les gouvernements des principales économies ont décidé d'intervenir de la même façon, c'est-à-dire de maintenir l'économie sous perfusion en attendant. Donc, encore une fois, ce sont les gouvernements qui ont décidé, pour des raisons sanitaires évidentes, de mettre les coûts en pause. Et donc, il essaie pour le gouvernement de prendre en charge ces coûts, donc avec des dispositifs de chômage partiel, report de charges qui, dans certains secteurs, sont déjà transformés en annulation, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Il faudra voir évidemment si ces reports ne se transforment pas en annulation dans d'autres secteurs. Et puis également, voilà, vous l'avez vu, la recapitalisation notamment d'Air France ce week-end. Et on a également le grand mécanisme de garantie étatique sur les prêts trésorerie parce que nous sommes dans un moment très incertain, très risqué évidemment, où les acteurs privés ne souhaitent pas forcément prendre en charge ce risque-là, et donc l'État, de façon très logique, se porte garant pour ses prêts trésorerie. C'est également le cas au Royaume-Uni, en Allemagne et partout dans le monde. Mais mécaniquement, voilà, ça fait des dépenses énormes. On parle ici minimum de 5% du PIB. Cette hausse, ces dépenses ont été constamment revues à la hausse. Plus le confinement dure, et puis ensuite plus ces effets vont se faire sentir et plus ces mesures vont augmenter. On prévoit déjà un déficit public supérieur à 9% du PIB en 2020. Il sera même encore probablement supérieur à cela. Et donc, mécaniquement, des dettes publiques qui vont progresser de façon très importante. En France, on devrait atteindre au minimum 114%. Et vous voyez,
il y a un autre pays et sur lequel on va revenir après, qui est l'Italie, où la dette publique devrait dépasser 150% au bas mot. Et tout de suite, évidemment, alors dans un premier temps, ce n'est pas un problème, évidemment, c'était probablement la seule chose à faire, mais ça va poser des questions et on le verra ensuite. Pour les pays qui n'ont pas réussi à se désendetter lors de la reprise, comme l'Allemagne par exemple, qui vous voyez avait réussi à avoir un niveau d'endettement assez faible, pour les autres, voilà, ce sont des faiblesses qui étaient déjà présentes et qui évidemment sont exacerbées avec ces dépenses qui ont été obligatoires. Et c'est pourquoi, notamment, la BCE, donc la Banque centrale européenne, a réagi également très vite, en plusieurs temps, face aux peurs des marchés, notamment aux craintes qui portaient sur la dette italienne. Parce qu'à partir du moment où vous avez des niveaux de dette aussi importants, où il faut que vous financiez vos dépenses sur les marchés, il faut que vous endettiez, alors ensuite, les marchés peuvent évidemment, s'ils ont peur, fixer des taux d'intérêt très importants qui ensuite rendent extrêmement difficile le remboursement de cette dette. Donc c'est pourquoi la BCE a décidé d'inonder de liquidités le marché afin de ramener les taux à la baisse. Et également, donc ça c'était dans un premier temps le 12 mars, ça a été insuffisant et on va le voir sur le graphique suivant lorsqu'on regarde les taux d'intérêt. Et ensuite, donc dans un second temps, on a décidé de vraiment là augmenter encore plus le niveau et les montants des programmes d'achat d'actifs en supprimant, en plus en le flexibilisant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on s'est dit il y a un risque notamment sur les entreprises et puis sur l'Italie, entre autres, ou en tout cas sur les pays les plus fragiles. Et donc, on s'est dit, voilà, on va s'écarter temporairement de la clé de capital qui en fait fixait les achats pour chaque pays. C'est-à-dire qu'on devait acheter une proportion pour chaque pays. Et là, en fait, en s'écartant de cette obligation, on peut, s'il le faut, acheter autant qu'on le souhaite la dette italienne si vraiment on a un problème spécifique sur l'Italie. Donc, vous voyez, on a une réponse rapide et forte des gouvernements et de la Banque centrale européenne. Parce que, et c'est notamment l'un des plus grands risques à court terme ou à moyen terme, une fois que cette crise épidémique sera terminée, c'est qu'elle se transforme en quelque chose de plus endogène. Ça débouche sur une crise financière. Et vous le voyez ici sur les taux d'intérêt des obligations d'État à 10 ans, avec la courbe orange, celle de l'Italie, qui en 2018 a été très sensible aux événements et à l'incertitude politique. Et qui était revenu à un niveau assez bas suite à l'éviction, on va dire, de Matteo Salvini et un gouvernement de coalition de circonstances, on dira, avec Monsieur Conte. Et vous avez ensuite le pic en mars, qui en fait fait suite notamment à la réunion du 12 mars, où les marchés se sont dit que probablement la BCE ne ferait pas tout, en tout cas estimait que ce n'était pas son rôle de sauver l'Italie. Et donc voilà, on a eu une très forte hausse. Et puis ensuite, après l'intervention du 18 mars, on s'est dit voilà, la BCE est prête à faire des efforts pour l'Italie, à flexibiliser son programme d'achat et donc ça s'est calmé. Mais on voit que c'est très tendu et que c'est reparti à la hausse face aux difficultés pour les pays européens, les pays de la zone euro, de se mettre d'accord sur une réponse commune et notamment sur l'émission de Corona Bond, on va dire, ou d'émission de titres de dette communes ou en tout cas de soutien très fort à l'Italie et à l'Espagne. Évidemment, l'Italie n'est pas le seul pays qui peut inquiéter les marchés. On peut voir que le Portugal et l'Espagne sont également repartis à la hausse, là où la France et l'Allemagne, vous voyez, sont restés stables au cours des derniers jours. Donc on voit que c'est quand même très tendu et que c'est l'un des sujets en Europe. Pour le moment, et notamment grâce au fait que les agences de notation ont maintenu la note de l'Italie stable et ne l'ont pas dégradée, les coûts, on va dire, d'emprunt d'Italie restent mesurés, et notamment aussi grâce aux achats de la BCE qui permettent encore une fois de maintenir ces taux d'intérêt assez bas. Et donc pour l'instant, à court terme, ça va, mais on voit quand même que c'est très tendu et que la situation peut quand même évoluer de façon assez rapide. Et puis l'autre problème, évidemment, c'est du côté des entreprises, parce que comme les États, et notamment en France, en fait, elles ne se sont pas désendettées au moment de la reprise. Vous voyez qu'il y a des pays comme l'Espagne où
l'endettement était très élevé et où, en fait, les entreprises ont profité de la reprise pour se désendetter. En France, vous voyez que c'est la courbe bleu foncé. On est l'un des seuls pays, ou même le seul pays où le niveau était élevé, à avoir continué à s'endetter un peu plus. Donc mécaniquement, cela limite les marges de manœuvre. Ça a financé l'investissement au moment de la reprise, notamment 2014-2015, mais évidemment, ça limite les marges de manœuvre. Et on voit d'ailleurs très bien sur le graphique de droite. Alors certes, on a eu moins de défaillances, mais on a même un taux de défaillance qui a diminué. Le taux de défaillance, c'est le nombre de défaillances sur le nombre d'entreprises totales dans l'économie. Donc vous voyez, il n'a cessé de diminuer. Donc ça, c'était une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, c'était assez logique au vu de la croissance, continue de l'économie française au cours des 8-9 dernières années. Mais qu'en même temps, le taux de zombies, donc le taux d'entreprises qui sont très endettées et qui sont peu rentables, donc qui en fait dans un environnement de taux normal n'auraient pas pu se refinancer, dans la mesure où on avait des taux et on a des taux artificiellement bas, ces entreprises ont continué à survivre, on va dire, alors même qu'elles ne sont pas productives. Et donc, vous voyez que là, on a cette proportion-là qui a progressé au fil du temps. Donc, ça veut dire qu'en tout, la proportion d'entreprises en difficulté a progressé. Et donc, c'est tout autant d'entreprises qui vont se retrouver en difficulté probablement maintenant et qui devraient malheureusement tomber. Et pour finir, avant de laisser la place à Frédéric, les conséquences de long terme, elles sont évidemment difficiles à anticiper, mais déjà, on voit bien qu'on a un rôle absolument central et fondamental de la dette, pardon, de la Banque centrale, avec la Banque centrale qui achète des obligations d'État et de plus en plus qui achète des obligations maintenant d'entreprises. Et encore une fois, tout ça pour tenir à bout de bras l'économie et pour faire en sorte qu'au moment de la reprise, on puisse, on va dire, garder toutes les forces vives des pays pour repartir. Et puis on a également des dettes publiques d'entreprises qui vont exploser. Donc voilà, tout autant de vulnérabilités qui vont être exacerbées par cette crise. Et puis dans les pays émergents, bon, pas forcément le sujet du jour, mais on aura évidemment des grands risques en termes de fuite de capitaux et de crise de la dette. Et puis ensuite, bon, évidemment, des risques politique. Et puis, concernant l'avenir de la mondialisation, on pense qu'on aura plutôt une diversification des fournisseurs, et notamment parce qu'on a vu qu'on était très dépendant de la Chine en début de crise, mais pas forcément des relocalisations massives dans les pays, parce qu'on a toujours évidemment cette question de coûts, cette question de pénétrer un marché à forte croissance et puis un accès aux matières premières. Donc plutôt diversification des fournisseurs et puis peut-être régionalisation de la production notamment dans les différents grands blocs du monde. Donc cette fois, je laisse la parole à Frédéric. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez, mais je pense que si ce n'était pas le cas, Louisa interviendrait tout de suite pour me dire que mon micro n'est pas ouvert. Donc tant que je parle et que je n'ai pas de reprise par Louisa, c'est que vous m'entendez. Oui, donc merci Bruno, et je pense que c'était un peu l'intitulé de ce webinaire, et ce qui était de savoir si cette crise aurait une conséquence en termes de hausse des défaillances d'entreprise. Vous avez compris, mais je pense que vous aviez déjà la réponse avant de vous connecter. Bien évidemment, oui, cette crise aura une conséquence sur la hausse des défaillances d'entreprise, et que la seule nuance, c'est plutôt de savoir de combien sera cette hausse. Parce que comme l'a expliqué Bruno, cette crise est vraiment sans précédent. Je ne vais pas refaire le long développement qu'il a fait, mais bon, c'est une crise liée à un choc exogène, contrairement à celle de 2008, qui était une crise interne au système, endogène, une crise financière, et qui s'est traduite beaucoup plus que celle de 2008 par un effondrement rapide et brutal, parce que ça a impacté directement la sphère réelle, suite à la mise finalement en coma artificiel qu'a été le confinement. Et vous verrez, sans faire de comparaison un peu trop macabre, mais que parfois, pour l'économie, dans le contexte actuel, l'analogie avec la crise sanitaire est riche d'enseignements. Donc, quand on parle de coma artificiel, c'est un terme médical, et finalement, c'est un peu ce que subit actuellement l'économie avec le confinement. Et donc un coma artificiel de l'activité qui est encore en plus un triple, qui est multifactoriel et synchrone.
multifactoriel puisque ça impacte à la fois l'offre, la demande, et puis je pense que Bruno n'en a pas parlé, mais également un aspect un peu particulier que sont les matières premières qui peuvent être des courroies de transmission de cette crise sur d'autres secteurs qu'on croyait isolés et résilients, j'en parlerai plus tard. Et puis l'effet synchrone, c'est que comme Bruno l'a montré, tous les pays sont impactés, même si l'entrée dans la crise et dans le confinement se fait à des dates différentes. In fine, tous les pays sont concernés et tous les secteurs sont plus ou moins directement concernés. Bien sûr, il y en a d'autres plus concernés que certains. Justement, si on parle maintenant de l'impact sur les secteurs, alors déjà, il y a des secteurs qui ont été immédiatement impactés. Et là aussi, c'est une différence par rapport aux crises qu'on pouvait voir précédemment. C'est que bien souvent, les secteurs qui ont été immédiatement impactés, ce sont des secteurs qui sont liés à la mobilité ou à la socialisation et qui sont traditionnellement des secteurs qui sont plutôt stabilisateurs dans une crise. Hein, généralement, ce sont les secteurs du service et des commerces non alimentaires, précisons-le. Donc au premier chef, bien évidemment, celui qui fait beaucoup l'actualité ces derniers temps, c'est le transport aérien, qui vit véritablement un enfer total. Ce secteur ne prévoit pas de retour à la normale avant au mieux 2022, donc autant dire que la visibilité est totalement nulle, parce que 2022, c'est à l'échelle économique, c'est loin. On a également un secteur donc, qui est plutôt traditionnellement, comme je l'ai dit avant, dans des crises classiques, plutôt stabilisateur et qui aujourd'hui prend de plein fouet cette crise, c'est le secteur de l'hébergement et de la restauration. Parce que même lors des crises précédentes, on n'empêchait pas les personnes d'aller au restaurant et de se déplacer. Aujourd'hui, c'est le cas. Ce qui fait que ça impacte aussi un autre secteur qu'il ne faut pas négliger parce qu'il a un pourcentage, enfin, il a une part dans le PIB de certains pays qui peut être très important. Je parle du tourisme. Et le tourisme est quelque chose qui n'est pas aussi négligeable dans le PIB français. On a l'événementiel, le spectacle, la location de voitures aussi, bon, qui est plus ou moins lié aussi à ce qu'on voit avec la crise dans le transport aérien et le quasi-arrêt des vols et donc la fréquentation des aéroports où se trouvent généralement ces agences de location de voitures. Et puis on a un secteur extrêmement vaste, peut-être ce qu'il y a de plus inquiétant et le plus risqué en termes de défaillance de fréquence, c'est le commerce de détail non alimentaire, bien sûr. Alors après, vous avez également, donc ça, c'est les secteurs qui sont directement impactés par cette mise en commun artificielle. Ensuite, vous avez des secteurs qui se font un peu rattraper par la patrouille et qui étaient de toute façon déjà avec une certaine forme de sensibilité avant la crise du Covid-19 et qui, bien évidemment, aujourd'hui, dans le contexte actuel, se trouvent un peu plus sous pression. Alors, il y en a un aussi qui fait souvent la une des journaux parce que c'est un secteur éminemment important dans l'économie, c'est l'automobile. L'automobile, dès l'année dernière, commençait déjà à voir son cycle s'infléchir. Bon, c'est un secteur qui est de toute façon par nature cyclique et on sortait de plusieurs années fastes dans le secteur de l'automobile. Donc, le début d'inflexion et de retournement du cycle était attendu et pas surprenant, ce qui compliquait un peu la situation avant la crise du Covid-19, c'est qu'encore en plus de ce retournement de cycle, l'automobile devait faire face aussi à des bouleversements structurels liés aux nouvelles normes environnementales, au changement de consommation de l'automobile des nouvelles générations, qui est plus une commodité qu'un bien statutaire. Et là-dessus, évidemment, la crise du Covid-19 n'arrange pas les choses puisque, pour le coup, l'automobile se prend double choc, un choc au niveau de l'offre avec l'arrêt ou la quasi-arrêt des usines, même si certaines sont en train de repartir, et bien évidemment un choc sur la demande puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus personne dans les concessions. Et lorsque le confinement commencera à être levé, il ne faut pas s'attendre à une ruée des consommateurs dans les concessions. Aussi, un autre secteur qui commençait à marquer un début d'inflexion avant la crise, c'est la construction.
Alors, la construction est un secteur où l'indicateur sur lequel on se concentre assez souvent n'est pas forcément non plus l'indicateur qui est celui qui génère le plus d'activité, c'est celui de la construction neuve. Il ne faut jamais oublier que la construction, le grand secteur de la construction, c'est quand même à 60% de la rénovation. Et la rénovation, même si elle est en partie, gênée par le confinement, elle se poursuit. Mais en attendant, la construction neuve, comme les chantiers de travaux publics, sont quand même des indicateurs emblématiques et sont quasi à l'arrêt, même si les chantiers commencent à redémarrer. Mais là, il y a quand même des baisses d'activité qui sont, je crois, dans un slide de Bruno, on le voyait, de l'ordre de 80%. Et c'était un secteur qui déjà voyait un début d'inflexion l'année dernière avec un ralentissement des mises en chantier. Donc l'arrêt de l'activité de 80% des chantiers en ce moment ne les aide pas. Un autre secteur qui, lui aussi, sans parler d'inflexion, mais commençait à rencontrer quelques problèmes avant la crise et qui, là, pour le coup, vous allez comprendre pourquoi, est presque au cœur de la tempête, c'est le secteur de la construction aéronautique, plus généralement de la sous-traitance aéronautique. Non pas qu'il n'y ait rien à dire sur les constructeurs, à commencer par les deux principaux que sont Airbus et puis surtout Boeing, qui a rencontré de graves difficultés l'année dernière avec l'affaire du 737 MAX, mais un peu comme dans l'automobile, le risque au premier chef est d'abord sur la sous-traitance. Et justement, avant la crise de Covid, on voyait déjà le secteur commencer à ne plus être dans cette dynamique très très forte qu'il avait connue ces 20 dernières années, des commandes qui étaient plutôt en ralentissement. Alors, c'est un secteur à cycle long, donc évidemment, l'activité était toujours portée par les prises de commandes des années précédentes, mais on voyait quand même un ralentissement des commandes faites par les compagnies aériennes. Et puis, il y avait eu l'affaire qui est toujours d'actualité, hein, du 737 MAX. Alors, on peut toujours se dire que c'est un seul avion, mais ce n'est pas n'importe quel avion, c'est la vache à lait de Boeing, ce qui génère une grande partie de sa rentabilité pour la partie civile du groupe et qui fait vivre énormément de sous-traitants, et pas uniquement aux États-Unis, mais également en Europe. Là, évidemment, avec la crise du Covid-19 et son impact catastrophique sur le transport aérien et sur les compagnies aériennes, l'effet collatéral est bien évidemment et sera assez fort au niveau de la construction aéronautique et des sous-traitants aéronautiques. Donc les commandes vont encore plus s'effondrer, donc pour l'avenir ça va être problématique, mais il va y avoir aussi certainement des annulations de commandes, puisque les compagnies aériennes aujourd'hui ont et auront dans les mois qui viennent d'autres priorités que de moderniser leur flotte. En ce moment, ils sont plutôt à l'immobiliser au sol. Donc, ça aura des conséquences sur la sous-traitance aéronautique. Et enfin, un quatrième grand secteur qui était également un peu sous surveillance avant la crise et qui là, du coup, se trouve lui aussi pris par cette crise avec plutôt un impact collatéral sur lui, c'est le secteur des métaux. Les métaux, déjà, parce que l'un des grands débouchés des métaux, c'est l'automobile. Et comme il y avait déjà un début d'inflexion dans le secteur de l'automobile dès l'année dernière, ça avait une conséquence sur les métaux. L'autre grand secteur des métaux, c'est la construction. Là aussi, on commençait à avoir un début d'inflexion l'année dernière. Ces deux secteurs, je viens de le dire, sont particulièrement impactés par les effets du confinement. Donc forcément, ça a un effet collatéral sur le secteur des métaux. Et encore en plus, si on ne parle que de l'Europe, avant crise, ce secteur subissait aussi les conséquences de la guerre commerciale et tarifaire entre les États-Unis et la Chine, qui fait que la Chine avait commencé à déverser ses surplus de production de métaux qu'elle ne pouvait plus délivrer aux États-Unis en Europe, en entraînant une baisse des cours. Donc tout ça, ce cumulant, fait que ce secteur, comme les trois autres que je viens de citer, qui ne sont pas directement impactés par le confinement, comme les secteurs dont j'ai parlé précédemment, mais sont évidemment rattrapés. Maintenant, il y a quand même des secteurs qui sont résilients, fort heureusement. Déjà, celui dont on bénéficie tous actuellement et à l'instant précis, le secteur des télécommunications et des services informatiques, qui nous permettent, pour les plus chanceux d'entre nous, de maintenir une activité via le télétravail, et puis qui nous permettent de réaliser, entre autres, cette web conférence.
Donc ce secteur-là est résilient, bien entendu. Le secteur de la pharmacie est lui aussi résilient, la santé étant évidemment la priorité avec l'alimentation aujourd'hui. Et puis, puisqu'on parle d'alimentation, le secteur agroalimentaire, puisque dans le commerce de détail, c'est l'activité qui demeure, il faut bien se nourrir, est lui aussi résilient. Cependant, concernant le secteur agroalimentaire, vous savez, c'est un secteur qui est extrêmement vaste et donc à l'intérieur duquel les réalités sont assez contrastées. Globalement, il est résilient, mais il y a quand même des situations assez différentes et il y a des parties de l'agroalimentaire qui souffrent. Je pense notamment à tous les producteurs qui ont des débouchés naturels plutôt sur les marchés ouverts que dans la grande distribution. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tient surtout dans la distribution, c'est beaucoup la grande distribution, accessoirement les petits commerces, mais très très peu les marchés, même si le gouvernement a fait il y a quelques semaines machine arrière en réouvrant une partie des marchés, mais c'est que 25% des marchés en France et c'est essentiellement en province. Donc vous avez des produits, notamment dans l'ultra frais, qui ont des débouchés naturels sur les marchés ouverts et qui là du coup ont du mal à trouver un autre débouché. Même si ces produits dits frais sont aussi en partie, pour certains, distribués dans la grande distribution. Mais Bruno en a parlé, vous avez dû certainement aussi à titre individuel remarquer que c'était un peu le parcours du combattant parfois pour aller faire ses courses. Et les consommateurs ont tendance à réduire leur fréquence de courses et donc dans ce cas-là à rationaliser leurs achats et à prioriser des produits à conservation longue. Ce qui fait qu'il y a certains produits frais qui en pâtissent. Je prends souvent cet exemple en ce moment parce qu'on est en train de rentrer dans la saison, mais par exemple la production de fraises, la fraise à part la congeler en faire de la confiture, c'est un produit qui doit se consommer assez rapidement et souvent les consommateurs ont tendance, même si vous trouvez des fraises au supermarché, à bouder ce produit. Donc, c'est un exemple, mais il y a d'autres produits qui sont comme ça aussi dans l'agroalimentaire finalement délaissés. Et puis, puisqu'on parle aussi de débouchés autres que la grande distribution, vous avez toute une filière qui souffre parce que c'est une filière qui a 30 à 40% de ses débouchés dans la restauration, et on a vu que la restauration est à l'arrêt complet, c'est la pêche. Donc, vous voyez, tout n'est pas rose dans le secteur de l'agroalimentaire, mais quand même, globalement, avec la pharmacie et les télécoms, c'est un secteur beaucoup plus résilient que ceux que j'ai cités précédemment. Alors, j'ai parlé d'un secteur assez particulier. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, donc ça a dû couper. J'ai parlé d'un secteur un peu particulier qui peut, par effet d'entraînement, être courroie de transmission de la crise actuelle sur des secteurs qui, pour le coup, on pourrait penser être totalement, enfin en partie épargnés. C'est le secteur des matières premières. Bon, déjà en termes industriels, il y a quand même un impact sur le secteur même des matières premières, à commencer par la plus emblématique d'entre elles, qui est le pétrole. Vous avez vu qui est dans une chute sans fin de son cours. Ça, sur l'aspect purement industriel du secteur, ça a un impact sur l'amont de la filière, parce que bien évidemment, déjà, les compagnies pétrolières avaient ces dernières années plutôt été prudentes dans leurs investissements pétroliers, mais là, vu le cours des matières premières, les investissements des grandes compagnies pétrolières vont être encore plus ralenti, et ça va avoir une conséquence sur l'amont de la filière, notamment sur l'ingénierie pétrolière. Mais ça a évidemment ses cours très très faibles, aussi une conséquence sur l'aval, notamment sur le trading de produits pétroliers qui souffrent énormément. Alors il y a eu, à titre d'exemple, même si ce n'est pas uniquement lié à des problèmes de cours très très faibles, mais aussi à des malversations comptables, et il y a eu un très très gros trader singapourien qui a fait faillite la semaine dernière. Et puis si on reste sur l'aspect purement industriel du secteur, ces cours du pétrole et donc, au-delà de l'aspect cours du pétrole, il y a aussi le fait que ces cours du pétrole bas sont liés à une très faible consommation de pétrole et notamment dû au ralentissement de la mobilité. Et ce ralentissement de la mobilité a aussi un impact sur un autre partie de l'aval du secteur qui est la distribution d'essence.
Les stations d'essence, pour faire simple, qui, notamment dans un pays comme la France, ne sont pas toutes rattachées à des grands groupes ou des grandes compagnies pétrolières. Il y a aussi, notamment dans le sud-ouest, des groupes familiaux de distribution de produits pétroliers, notamment de stations-service, et qui aujourd'hui sont dans des situations assez critiques, compte tenu du fait qu'il n'y a plus beaucoup de circulation sur les routes et les autoroutes notamment. Mais je parlais du secteur pétrolier avec un possible aussi impact, courroie de transmission de cette crise sur un secteur dont on dit aujourd'hui qu'il est plutôt résilient à la crise, c'est le secteur financier, notamment des banques. Alors, je ne développerai pas, mais je crois qu'il y a des banquiers parmi nos interlocuteurs, donc je ferai très attention à ce que je dis. Mais dans les actifs des banques, il y a quand même une part non négligeable d'actifs pétroliers. Et le secteur du pétrole, comme je l'ai dit, étant particulièrement impacté par la crise, ça pourrait avoir aussi une conséquence sur le bilan de certaines banques. Alors après, comme l'a dit Bruno, et je parlais d'une analogie avec la crise sanitaire en parlant de coma artificiel, cette crise sans précédent est toute proportion gardée comme si l'économie devait retenir brutalement sa respiration et tenir le plus longtemps possible. Ça veut dire qu'en fait, le but, et c'est des mesures qu'ont pris les différents gouvernements, c'est d'essayer de faire tenir le plus longtemps possible l'économie dans cet état de quasi-apnée par des mesures assez massives. On l'a dit, l'aspect finalement positif par rapport à la précédente crise qui est différente. Les gouvernants et les banques centrales, d'ailleurs aussi, ont réagi assez rapidement. Et notamment donc avec ces aides ces aides portées par les États, et notamment l'État français, qui consiste à mettre les entreprises littéralement sous assistance respiratoire avec un pont aérien de cash. Tout ça pour tout simplement, évidemment, permettre à des entreprises qui seraient dans une autre situation viable de tenir le coup, et puis d'éviter ce que tout le monde craint, c'est l'effet domino. Un effet domino qui serait l'effet domino dû à des faillites, donc d'entreprises qui, en manque de cash, finiraient par tomber. Et vous savez que la première cause de défaillance d'une entreprise, c'est la défaillance d'un de ses clients, mais aussi un effet domino dû à la rétention de cash, faite par des entreprises peut-être en plus grande santé financière, mais qui, en l'absence d'aide et prise un peu de panique, feraient de la rétention de cash, pour le dire plus simplement, ne paieraient pas à temps leurs fournisseurs et mettraient donc en danger ces 10 fournisseurs avec un risque donc de faillite et de domino. Le plan au niveau de l'État, je vais pas rentrer trop en détail parce que vous devez le connaître, mais s'articule autour de 3 grandes initiatives. Initiatives qui sont des aides directes aux entreprises qui pèsent aujourd'hui environ 110 milliards d'euros, qui sont la plus grosse partie, c'est une petite quarantaine de milliards d'euros qui sont des reports de charges. Il y a 26 milliards d'euros pour financer le chômage partiel. Aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes qui sont en chômage partiel. C'est quand même un tiers des salariés en France et même la moitié de ceux qui sont dans la sphère marchande. Il y a 20 millions de paiements anticipés de crédits d'impôt, essentiellement crédits d'impôt recherche. Il y a 20 millions d'euros de prêts directs ou de participation au capital. C'est pour ce dont parlait Bruno aussi, pour soutenir des entreprises dites stratégiques. Alors, il y en a 2 qui ont fait l'actualité ces derniers jours. Il y a Air France qui a eu 7 milliards de prêts. Donc, il y a 4 milliards de prêts garantis par l'État et 3 milliards de prêts directs, plus les 4 milliards de prêts de l'État néerlandais pour KLM. Et puis, il y a également Renault qui a bénéficié d'aides similaires. Et on a 7 milliards dans un fonds de solidarité pour les petites entreprises. La deuxième grande initiative, qui est plus une initiative de garantie, c'est les 300 milliards d'euros de garantie de prêts de liquidité. Donc, c'est 300 milliards. L'État apporte sa garantie autour de 300 milliards d'euros pour des prêts émis par les banques. Donc, c'est le fameux PGE, prêt de garantie par l'État. Et la nuance est importante, puisque ce n'est pas l'État qui prête, c'est quand même les banques qui prêtent avec la garantie de l'État. Mais la garantie de l'État n'est pas à 100%. Elle va jusqu'à 90% généralement pour les TPE, PME, ETI. Mais pour les grandes entreprises, cette garantie de l'État est entre 70 et 80%, avec une exception de taille qui a été Air France, où elle était montée jusqu'à 90%, mais parce que ça fait partie de ces entreprises stratégiques. Donc, ça veut dire aussi que les prêts garantis pour l'État seront quand même
pour partie minime, mais pas négligeable, supportée par les banques. Et ce qui fait que dans l'obtention de ces prêts garantis par l'État, surtout quand c'est des grandes entreprises en difficulté, n'est pas aussi facile que ça pour ces grandes entreprises parce que on demande quand même aux banques de porter un effort qui peut aller jusqu'à 30%, ce qui n'est pas négligeable quand il s'agit d'intervenir sur des entreprises importantes et en difficulté. Et ce prêt pourra représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Et puisque on est actuellement en plein dans le dur, il n'y a pas de remboursement la première année et il sera amortissable entre 1 et 5 ans après la première année. Et la troisième grande initiative qui intéresse plus particulièrement les assureurs crédits, c'est une enveloppe globalement de 15 milliards d'euros, donc 10 milliards pour le risque domestique et 5 milliards pour le risque export, qui est une couverture complémentaire prise par l'État pour s'additionner aux garanties qui seraient susceptibles d'être restrictives délivrées par les assureurs crédits. Donc voilà, toutes ces grandes initiatives, c'est vraiment pour, je reprends cette analogie avec la crise sanitaire, pour maintenir sous assistance respiratoire l'économie, pour faire une sorte de pont de cash en essayant de tenir le plus longtemps possible, puisque c'est un choc exogène, et on verra plus tard, c'est peut-être l'élément d'espoir de cette crise-là, c'est que justement le choc est exogène, donc si la cause externe disparaît, normalement les choses peuvent revenir plus rapidement qu'il y a 12 ans à la norme. Mais bon, en attendant, dans les mois qui viennent, il y a quand même de grands risques. D'abord, puisque c'est le sujet un peu de notre webconférence, c'est sur les défaillances. Donc j'ai dit qu'il ne fallait y avoir aucun doute, Bruno l'a dit, sur oui, le nombre de défaillances allait augmenter. La nuance était de combien. Et surtout, quand vont-elles arriver? Alors nous pensons qu'il va y avoir 2 grandes vagues de défaillances. La première à l'issue de ce confinement, parce que malgré cette assistance respiratoire, malgré ce pont de cash, ça ne permettra pas de sauver toutes les entreprises. Et il y a des entreprises, notamment parmi les petites entreprises, notamment dans des secteurs particulièrement exposés, je parlais de la restauration entre autres, qui, malgré toutes ces aides-là, ne pourront pas survivre et feront défaut. Il y a aussi toutes ces entreprises dont a parlé Bruno, qui sont des entreprises zombies, qui ont bénéficié ces dernières années d'une arrivée de liquidité massive, d'argent abondant et peu cher, pour se maintenir en vie alors qu'elles étaient économiquement pas viables. Ces entreprises-là seront bien évidemment les premières aussi, malgré les aides, à faire défaut. Et même s'il va y avoir de la casse, à commencer par la casse sociale, c'est celle qui est plus grave, et puis de la casse financière pour les banquiers, les fournisseurs et les assureurs crédits, finalement, c'est peut-être un bien pour un mal, ça peut être aussi purger l'économie de toutes ces entreprises qui, en temps normal, n'auraient pas dû rester aussi longtemps. Après, il risque aussi d'y avoir une deuxième vague de défaillances auxquelles on pense peu souvent, parce que là, on est dans le dur, donc on pense à la crise, mais qui est au moment du redémarrage. Sachant que le redémarrage, de toute façon, comme l'a dit Bruno, il ne faut pas s'attendre à un redémarrage important avec une reprise en V, puisque déjà, le confinement va être progressif. Mais en tout cas, ce redémarrage, il se produira. Et là aussi, on risque d'avoir une deuxième vague de défaillance, puisqu'on va se retrouver face à un cas classique de défaut bien connu des assureurs crédits et des banquiers aussi, qui est une entreprise avec un carnet de commandes pléthorique, mais une trésorerie exsangue, une situation financière désastreuse après des mois de crise et qui est dans l'incapacité de financer son besoin de fonds de roulement et qui risque de faire défaut, malheureusement, avec un carnet de commandes extrêmement plein. C'est le paradoxe de la situation, mais c'est un cas très classique et on pense qu'au moment du redémarrage, dans certains secteurs, notamment comme la construction, on risque de se retrouver dans ce cas de figure très très classique. Toujours pour parler des risques dans les mois qui viennent et donc de ces 2 vagues de défaillance, il y a aussi des incertitudes globales qu'il faut prendre en compte. Déjà, vous avez vu qu'aujourd'hui, il y a une baisse de l'activité qui est en moyenne de 35%, avec jusqu'à 90% dans certains secteurs, comme par exemple la restauration. Et justement, une partie de cette activité ne sera jamais rattrapée. Je reprends l'exemple de la restauration. Si vous n'allez pas au restaurant au mois d'avril ou début mai,
vous n'irez pas 4 fois plus au restaurant au mois de juin ou au mois de juillet. Ce qui n'a pas été consommé dans certains secteurs dans les semaines de confinement ne sera pas rattrapé dans les semaines de levée du confinement. C'est un peu moins vrai pour d'autres secteurs comme l'automobile. Vous avez pu avoir envie de changer votre voiture, et après je temporiserai ça quand même, au mois d'avril, et finalement vous allez reporter votre dépense au mois de juin ou au mois de juillet. Pareil pour l'aérien et le tourisme. Hein, si vous n'avez pas été en vacances au mois d'avril, vous n'avez pas pris l'avion au mois d'avril, vous ne le prendrez pas 4 fois plus au mois de juin, et vous n'irez pas 3 fois à la mer non plus au mois de juillet, au mois d'août, si vous pouvez vous déplacer. Ceci dit, même pour les secteurs dont les dépenses peuvent être reportées au moment du lever du confinement, il y a aussi une autre incertitude qui est le comportement des agents économiques. Alors déjà en ce moment, nous sommes tous, pour ceux qui avons la chance encore d'avoir un salaire, en épargne forcée, puisque à part les dépenses alimentaires, on ne dépense pas grand-chose. Le taux d'épargne, d'ailleurs, je crois, là je parle sous le contrôle de notre économiste, risque de passer de 14 à 35%. Il était déjà très élevé en France, il va l'être encore plus. Mais à la sortie du confinement, après des mois de situation anxiogène et puis également un retour tout aussi anxiogène où quand même 10 millions de personnes en chômage partiel, avec une montée du chômage classique qui sera de toute façon élevée, beaucoup de personnes qui auront une grande incertitude sur leur avenir professionnel, il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas une explosion de la consommation, une volonté de rattrapage. Les agents économiques, à commencer par les consommateurs, vont être extrêmement prudents et vont attendre de voir venir et vont certainement continuer sur ce rythme de consommation uniquement les besoins fondamentaux, sans forcément justement se ruer, ce que je disais tout à l'heure, en concession pour s'acheter une nouvelle voiture. Donc ça, c'est un élément d'incertitude qu'il faut prendre en compte. Et dans les également déterminants de la croissance, il y a aussi un autre élément d'incertitude, c'est le comportement d'un autre agent économique, ce que sont les entreprises, qui, à la sortie de la crise, malgré les ponts de cash, auront vu leur trésorerie quand même mis sous pression et qui vont certainement privilégier la reconstitution de leur trésorerie au détriment des investissements et des embauches. Donc, deuxième élément qui risque de peser aussi sur la croissance et la reprise. Bon, je ne parlerai pas du troisième moteur de l'économie qui est le commerce mondial, mais là aussi, il va vraisemblablement mettre un certain temps à redémarrer, qui plus est s'il y a des effets de reconfinement dans certaines régions ou de nouveaux confinements dans d'autres régions. Donc, en gros, la grande question, ça va être après cette crise, puisqu'on utilise beaucoup de vocabulaire guerrier en ce moment en termes politiques, mais c'est vrai que c'est presque comme une guerre. Est-ce qu'on va vivre les années folles, ce qui a été un peu le cas des années 20 après la sortie de la Première Guerre mondiale, où il y a eu une frénésie de consommation et de fêtes, ou plutôt une dépression? Vraisemblablement, on va plutôt être dans une un peu dépression, en tout cas d'attentisme, plutôt que dans un retour effréné de la consommation. Mais je voudrais finir cette longue intervention, je suis bavard, je m'en excuse, sur quand même les raisons d'espérer. Et Bruno en avait parlé, il y a quand même des raisons d'espérer. Et la raison d'espérer, c'est ce par quoi a commencé Bruno, c'est ce par quoi j'ai commencé, c'est une crise avec un choc exogène. C'est-à-dire, pourquoi on est dans cette situation-là? C'est pas que le système économique en lui-même avait une grosse faille, comme c'était le cas il y a 10 ou 12 ans avec la crise financière, c'est tout simplement qu'on a éteint la lumière pour des questions sanitaires. On l'a mis en coma artificiel parce que la priorité était d'éviter l'explosion du système hospitalier et de sauver des vies, quoi. Ça veut dire que demain, l'épidémie s'arrête, on rallume la lumière. Alors, évidemment, il y aura des conséquences qui fait que ça ne se rallumera pas comme ça. Malheureusement, il y aura des effets collatéraux. C'est comme quand vous sortez de longues semaines en hospitalisation après avoir été sous assistance respiratoire. Vous sortez de là avec quelques kilos en moins et pas une forme olympique et vous n'allez pas vous remettre à courir le marathon juste après. En attendant, les fondamentaux restent là. Et comme on parle d'un choc comparable à celui d'une guerre, justement, c'est peut-être là aussi où il y a une raison d'espérer. Je crois que Bruno en a parlé un peu aussi à la fin de sa présentation. C'est que les effets sont presque comparables à une guerre en termes d'arrêt d'activité, mais la grosse différence, contrairement à une guerre, c'est que l'outil de production n'a pas été détruit. C'est-à-dire qu'on a, en termes d'activité, les conséquences sont presque les mêmes, sauf qu'on n'a pas détruit des avions, on les a mis au sol, on n'a pas détruit des routes, des chemins de fer, on n'a pas détruit des machines,
on n'a pas détruit des usines, détruit des commerces. Tout est là, tout est en état de fonctionnement. Donc les choses peuvent normalement repartir beaucoup plus vite. C'est pour ça que je voulais finir par cette note optimiste après cette présentation qui pouvait paraître un peu sombre. Et je crois qu'on peut passer maintenant, s'il y en a, à quelques questions. Louisa, je pense que c'est à toi.